Donc on est là pour parler accident grave. Donc je vais pas faire, il est un peu tard, je vais pas faire un rappel complet sur ce qu'est un accident grave. Rappelons-nous simplement que c'est les accidents du type Three Mile Island et Fukushima Daiichi, donc des accidents qui ont été évoqués plusieurs fois pendant cette journée. Et donc on appelle en définition un accident grave ou un accident de fusion du cœur. Les deux mots, les deux phrases sont utilisées. C'est ce qui se passe à la suite d'une accumulation de dysfonctionnements qui peuvent être des défaillances multiples, humaines ou matérielles, quand le refroidissement du cœur est durablement perdu et que le combustible nucléaire va se dégrader fortement jusqu'à la fusion d'une partie significative de ce cœur. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle un accident grave ou accident de fusion du cœur. Donc là, sur le transparent, il y a la description de la phénoménologie avec beaucoup de choses qui sont en lien entre la phénoménologie de l'accident et puis ce que sont les fuites, les pertes de confinement. Il se trouve que mon collègue Hervé Bonneville, tout à l'heure, a expliqué ça, je trouve, dans le détail. Donc je vais essayer ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Mais évidemment, il y a un lien très fort entre la partie confinement, et notamment de l'enceinte de confinement, et la progression des accidents graves pour en déterminer ce qui, in fine, est le plus important, c'est-à-dire les conséquences radiologiques que pourra avoir ce type d'accident. Une frise qui est un peu moins détaillée que celle qui vous a été présentée ce matin, mais là aussi je peux tirer bénéfice de la présentation qui a été faite par Rémi Catto sur comment se déroule une phase de réexamen périodique. Là, ce qu'on a mis sur cette frise-là, c'est ce qu'ont été les grands rendez-vous des 15 dernières années sur les accidents graves. Donc avec en 2008 un premier GPR, en 2013 un GPR accident grave et étude probabiliste de sûreté de niveau 2, ce qu'on appelle les EPS2 pour le RP3 du 1300 MW. Donc on est au réexamen périodique précédent. Il y a eu, donc ça c'était la fin quelque part du RP3 1300, en tout cas pour ce qui concerne les accidents graves. Et puis il y a eu depuis toute la partie RP4 900, hein, on a discuté longuement ce matin. Ce RP4 900, il s'est fait dans un contexte de prise en compte des enseignements des accidents de Fukushima Daiichi. Et ça a donné, ça a donné en 2019 un GPR tout palier, dit maîtrise des accidents graves et dans le contexte du déploiement des modifications de post-Fukushima. Donc là, on est post-phase générique du RP4 900. On est aujourd'hui là pour discuter du RP4 1300. Et donc, le prochain rendez-vous majeur pour les accidents graves, c'est novembre 2024, novembre l'année prochaine, avec un GPR sur les accidents graves, sur les spécificités du RP4 1300. Il se trouve que juste avant, en mars 2024, il y aura un avis de l'IRSN, il y a eu une saisine de l'ASN, il y aura un avis de l'IRSN sur les études probabilistes de sûreté, EPS de niveau 1 et EPS de niveau 2. Tout ça pour dire que le RP4 1300, qui est le sujet de la discussion d'aujourd'hui, il bénéficie directement du retour d'expérience du RP4 900. Donc vous avez compris qu'il y avait une partie générique, pas au sens de la phase générique d'un réexamen périodique, mais une phase tout palier. Et donc il est mené aussi en parallèle des suites de ce RP4 900, comme vous l'a expliqué Rémi Catto ce matin. Quelles sont les orientations retenues par EDF pour les accidents graves pour le RP4 1300 ? Ça aussi, ça a été évoqué en grande partie ce matin. Donc le premier objectif général, c'est celui de tendre vers les objectifs de sûreté fixés pour les réacteurs de troisième génération. Et la référence pour les réacteurs de troisième génération pour EDF, c'est l'EPR Flamanville 3. Spécifiquement pour les accidents de fusion du cœur, l'objectif, c'est de tendre vers des mesures de protection des populations qui soient limitées dans l'espace et dans le temps. Donc ça doit se traduire par une diminution des rejets importants qui pourraient conduire à des effets durables à l'environnement. Avec deux sujets spécifiques, c'est éviter autant que possible la dépressurisation de l'enceinte vers l'atmosphère, y compris dans le cas où elle est filtrée, et puis en cas de percée de la cuve, stabiliser le corium sur le radier du bâtiment réacteur. Alors, on vous propose un panorama de l'instruction sur les accidents graves pour le RP4 1300. On ne va pas tout évoquer aujourd'hui.
Vous voyez, il y a 8 grands thèmes. Je vais aller directement au thème qui est un peu singulier puisqu'il est en orange, c'est les EPS2, études probabilistes de sûreté niveau 2, qui sont un thème transverse. D'accord ? On regarde tout un ensemble de sujets. C'est aussi un outil qui nous est utile pour analyser la démonstration de sûreté déterministe. Je vous rappelle qu'en France, la démonstration de sûreté, elle est déterministe et éclairée par des arguments probabilistes. Donc parmi les sujets, il y en a que j'ai déjà évoqués. La limitation du risque de percement du radier, je vais y revenir. L'évacuation de la puissance résiduelle sans éventage, je vais y revenir. L'évacuation de la puissance résiduelle avec éventage. La stratégie de gestion des eaux contaminées, j'y reviendrai, c'est pour ça que c'est en vert. La stratégie de disposition de gestion des accidents graves. Ça, c'est vraiment la stratégie et les dispositions de gestion des accidents graves. Ça, c'est vraiment le cœur de la façon globalement dont les accidents sont gérés et ce que ça implique comme contrainte, par exemple, sur les dispositions et les matériels qui sont utilisés pour ces dispositions. Les conséquences radiologiques d'un accident grave, on a beaucoup parlé tout à l'heure de confinement et le sujet des conséquences radio, il sera réévoqué lors de la réunion qui est, je ne sais pas trop quand, mais à l'automne. Un sujet qui est important, qui est sur le risque hydrogène, sur lequel je n'ai pas prévu de faire un focus, mais je répondrai bien volontiers à vos questions. Et donc ce thème transverse des EPS2. Donc, je vais revenir sur les 3 thèmes qui sont en haut. Les 2 premiers de manière groupée et puis le deuxième de manière séparée. Donc limitation du risque de percement du radier. Alors là, on n'a pas de dossier explicite d'EDF encore pour le RP4-1300. Il est attendu et doit arriver rapidement. Ce que je vous présente là, c'est l'approche EDF présentée lors du groupe permanent AG tout palier de 2019. D'accord ? Donc la stratégie, EDF a prévu pour gérer les accidents graves une stratégie explicite hors cuve. D'accord ? C'est-à-dire qu'on attend, quand on sait qu'on ne peut plus sauver la situation en cuve, EDF attend la percée de la cuve et va proposer des dispositions pour venir stabiliser le corium en dehors de la cuve. Donc ça se fait en 4 étapes. Vous en avez 3 sur ce transparent-là. Donc là, vous avez une représentation très symbolique. Vous avez la cuve, le puits de cuve, la zone puisard et un local adjacent pour le RP4-900, le local RIC, mais en tout cas un local adjacent. Alors, expliciter de manière très rapide, la stratégie, c'est que le corium se déverse dans le puits de cuve. Après la rupture d'une petite porte fusible, le corium va s'étaler dans un local adjacent. Et puis après, ça va déclencher un renoyage précoce à partir de l'eau qui avait été, vous le voyez, préalablement remplie avant d'arriver dans cette phase-là, dans les puisards. Et donc, il va y avoir un renoyage précoce. Il y aura une 4e étape, mais j'y reviendrai après. Je voulais juste expliquer de manière, j'espère, assez simple et symbolique quelle est l'idée derrière. On est dans une phase tardive de l'accident grave. D'accord ? Le sujet, c'est d'arriver à évacuer la puissance résiduelle qui est contenue dans le corium. La puissance résiduelle, elle est contenue dans un volume liquide. D'accord ? Ce qui nous intéresse, c'est la capacité de ce volume liquide à venir agresser le confinement. Agresser le confinement, dans ces cas-là, c'est agresser le béton du radier pour pouvoir le percer. Quelle est la meilleure gestion pour faire ça ? On s'intéresse à un flux surfacique, d'accord, qui permettent d'évacuer une puissance qui est volumique. Donc, pour faciliter l'évacuation de cette puissance-là, on va augmenter la surface. D'accord ? Donc, la stratégie d'EDF, c'est de ne pas se limiter au puits de cuve, mais d'aller étaler le corium sur une surface plus grande, ce qui, à puissance résiduelle volumique, puissance résiduelle, c'est une puissance thermique, à puissance résiduelle constante, conduit à avoir des flux surfaciques, donc des flux thermiques capables d'attaquer le béton, qui sont d'autant plus réduits. Donc, première étape, je collecte dans le puits de cuve, rupture d'une petite porte fusible, étalement dans le local RIC, déclenchement automatique via des trappes avec des câbles fusibles, de l'eau préalablement remplie dans les puisards qui vient renoyer le corium. 1, 2, 3. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, là, on s'est limité à renoyer très rapidement le corium. Évidemment, ça va conduire à un échauffement de l'eau. L'eau va conduire cet échauffement va conduire à une vaporisation, à une montée en pression de l'enceinte. Et donc, il faut bien évacuer cette puissance thermique qui va être transmise à l'eau. Et ça, c'est l'étape 4 qui est là. Donc, c'est la mise en œuvre du système ESU. Alors, selon les transparents, c'est ESU ou ESND. La dénomination, on l'a compris, pour EDF,
est devenu ESND dans le cadre du RP4 1300, si je ne me trompe pas. Donc ce système-là, c'est un système qui va viser à récupérer l'eau des puisards à travers une pompe. Alors, la symbolique des couleurs, les circuits en bleu, c'est des circuits qui sont existants, d'accord ? Les circuits en orange, c'est des nouveaux 6 circuits fixes qui sont mis en œuvre par EDF dans le cadre du RP4, d'accord ? Et les circuits verts, c'est des circuits qui sont mobiles, c'est-à-dire des équipements qui vont être amenés par la FARN, donc la force d'action rapide. Donc l'eau des puisards est pompée à travers donc, le circuit standard qui permet d'alimenter les puisards, une pompe noyau dur qui est alimentée par le DUS dont on a parlé tout à l'heure, un échangeur spécifique dit échangeur EASU, d'accord, qui va être situé dans le bâtiment combustible. Et cet échangeur lui-même est connecté à l'arrivée de la FARN par... Je suis désolé, j'ai plus de... Ah si, ça y est, ça en marche. Non, il ne faut pas le faire longtemps. Alimenté par la FARN qui va venir utiliser ce qu'on appelle la source froide ultime pour venir refroidir cette eau. D'accord ? Donc avec cette 4e étape, les premières étapes sont purement passives. D'accord ? Elles vont conduire à renoyer rapidement et donc à transmettre de manière, on le verra, plus ou moins efficace, mais globalement efficace, la puissance thermique conduite inclue dans le corium vers l'eau. Et ça va conduire à un échauffement de cette eau, à une pressurisation de l'enceinte. Et pour éviter d'avoir à dépressuriser l'enceinte, il faut pouvoir évacuer cette puissance résiduelle. Et c'est ce que doit permettre ce système-là. Alors, un peu de physique. Pas longtemps, mais un peu de physique. Il y a un enjeu assez important donc, à voir comment est-ce qu'on peut stabiliser le corium sous eau. Donc il faut s'imaginer un magma extrêmement chaud, d'accord, qui est pris finalement qui est posé sur un radier, qu'il est en train d'essayer de béton, qu'il est en train d'essayer de décomposer thermiquement, et qui est recouvert par de l'eau. D'accord ? Donc tout l'enjeu, c'est de savoir quelle est la répartition des flux thermiques entre le haut, l'eau que je vais pouvoir évacuer, et le bas, le béton qui est ablaté. D'accord ? Et donc ça dépend d'un ensemble de mécanismes, et principalement de 2 mécanismes. Un mécanisme qui est extrêmement intermittent, qui s'appelle l'éjection de corium. Donc c'est ce qu'on peut voir quand on voit des laves, notamment qui s'écoulent sous l'eau, dans les volcans qui sont proches soit sous-marins, soit des volcans qui sont proches de la mer, comme à Hawaï. Et on voit des espèces de volcans qui se créent avec des accumulations de débris. Alors ça, c'est très favorable parce que cumuler des débris, ça veut dire qu'on augmente la surface d'échange entre le corium et l'eau, et ça, c'est très favorable pour le refroidir. D'accord ? Mais par contre, c'est très intermittent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du gaz pour que ce volcan existe, il faut qu'il y ait du gaz qui soit accumulé, et ce gaz, il vient en fait des produits de décomposition du béton. D'accord ? Donc on voit déjà que ça va dépendre du type de béton, et que c'est intermittent, parce que le gaz, il fait une espèce de poche, et puis pouf, d'un coup, il passe à travers la croûte, qui surnage au-dessus du corium, et il crée ce volcan. Et le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui, lui, est continu, et qui existe jusqu'au long terme, même s'il perd de l'efficacité. C'est ce qu'on appelle l'imbibition d'eau, donc c'est ce qu'on voit à travers ces petites fissures avec l'eau qui pénètre. Et ça, c'est un mécanisme qui va permettre à l'eau de passer à travers la croûte qui est poreuse et de venir échanger plus d'énergie thermique, enfin d'échanger plus facilement avec le corium pour extraire une partie de la puissance thermique du corium vers l'eau. Alors tout l'enjeu, c'est de savoir si ces mécanismes-là, ils sont suffisamment efficaces pour permettre de stabiliser le corium. Okay ? Bon, en fait, il se trouve que ça, c'est assez compliqué, mais finalement, ça a fait l'objet de beaucoup de programmes de R&D. On pourra y revenir si vous voulez dans les questions. Il se trouve que ce mécanisme d'éjection de corium, il est très favorable pour un certain type de béton, qui s'appelle les bétons silico-calcaires, d'accord ? Et il est très peu efficace pour les bétons qui sont dits très siliceux, parce que ces bétons très siliceux produisent très peu de gaz quand on les décompose thermiquement. Le phénomène d'imbibition, lui, il est efficace a priori pour le type de béton, mais de manière différente. Et donc, tous les programmes de R&D, ils visent à déterminer ce que sera cette efficacité de refroidissement, et notamment à travers des manips et des manips à grande échelle. Donc, bon, là, vous en voyez une, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on fait des manips à relativement grande échelle pour vérifier ce genre de choses. Alors, donc, je résume rapidement ce que j'ai dit là sur la physique qui est à modéliser. D'abord, c'est que l'efficacité du refroidissement du corium dépend de la nature du béton. EDF a finalement basé sa démonstration, en tout cas pour le RP4 900 et ses suites,
selon le caractère silico-calcaire, donc ça veut dire beaucoup de gaz, siliceux, moins de gaz mais quand même un peu de gaz, et très siliceux, ça veut dire très très peu de gaz, donc on se base vraiment sur l'inhibition. Alors EDF a pu apporter une démonstration convaincante pour les bétons silico-calcaires et les bétons siliceux, quand on fait notamment des calculs avec des codes différents, des approches de modélisation différentes entre EDF et l'IRSN, on a des résultats très similaires. Et la démonstration, elle reste à apporter pour les bétons très siliceux. Alors, quelles sont les spécificités des réacteurs de 1300 MW par rapport aux réacteurs de 900 MW dans ce cadre-là? Il y en a deux, et elles ne sont pas très favorables, ce qui fait qu'évidemment, on va regarder avec beaucoup d'attention le dossier qu'EDF va nous fournir. Les deux spécificités, c'est d'abord que dans le 1300, il y a beaucoup de béton très siliceux, des bétons donc, qui ne sont pas très favorables. Et deuxièmement, c'est que l'épaisseur de radier, elle est réduite par rapport à celle des 900 MW, d'un ordre de grandeur d'1 mètre, hormis pour Bugey. Donc EDF s'est investi dans un grand programme expérimental dédié aux USA et pourrait être conduit à amender les dispositions qu'il a retenues en fonction de ses résultats. Mais là, on attend un dossier pour septembre et donc on en saura plus à ce moment-là. Le deuxième grand sujet, c'est la partie stratégie de gestion des eaux contaminées. Donc ça, c'est un sujet un peu nouveau qui a été mis en avant et qui a conduit à des demandes de l'ASN suite, encore une fois, à ce GPRG tout palier de 2019. Je vais essayer d'accélérer, je pense que je suis un peu en retard. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur les conséquences radiologiques qu'auraient des rejets atmosphériques vers l'atmosphère dans le cadre d'un accident grave. Là, on s'intéresse aux rejets liquides, c'est-à-dire à l'eau qui se contamine à l'intérieur du réacteur ou à l'extérieur du réacteur en fonction du type de système, enfin dans les bâtiments périphériques, et qui pourrait venir contaminer les sols, et donc après derrière se disperser dans la biosphère avec des contaminations spécifiques. Donc ça a été traité dans le cadre du RP4 900 et ça a fait l'objet d'une prescription technique de l'ASN en 3 thèmes. D'abord, la première chose, c'est éviter les fuites, d'accord ? Donc l'exploitant doit mettre en œuvre des moyens qui permettent de limiter les fuites d'eau contaminée en dehors du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible, qui sont les 2 bâtiments les plus sensibles. Je vous rappelle tout à l'heure que l'échangeur de la disposition principale des accidents graves RP4 est dans le bâtiment combustible. Le deuxième, c'est que l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réduire la contamination de l'eau présente dans le bâtiment réacteur après un accident grave, d'accord ? Et s'assure que ce serait opérationnel sur le site. Et la troisième, c'est afin néanmoins de limiter l'ampleur et la durée de la contamination des eaux dans le milieu en cas de fuite d'eau contaminée en dehors du bâtiment après un accident grave, l'exploitant doit étudier les moyens de limiter la dissémination des substances radioactives par le sol et les eaux souterraines en dehors du site. D'accord ? Donc là, on est dans l'environnement. Jusqu'à présent, on était plutôt dans la gestion sur le site, enfin sur la centrale. Donc ça a conduit à ce qu'EDF retienne 3 types de dispositions. Alors vous retrouvez les trois thèmes, d'accord ? Donc limiter les fuites d'eau contaminée. Donc EDF propose des dispositions qui permettent de réinjecter l'ensemble des fuites dans le BR, donc des fuites extérieures dans le BR par un dispositif dédié qui soit qualifié à la fois aux accidents graves et aux situations du type noyau dur, d'accord, des agressions externes. La deuxième, c'est réduire la contamination des eaux de puisard dans le BR. Donc là, la disposition d'EDF, c'est de prévoir un dispositif mobile de traitement qui soit mutualisé pour l'ensemble du parc, qui serait connecté au bâtiment réacteur, pomperait l'eau dans les puisards, la décontaminerait pour en réduire le niveau de contamination. Et donc ce système, il serait mis en route quelques mois après le début de l'accident. Donc on comprend que là, on vise les défaillances à plus long terme et les fuites liquides qui pourraient intervenir à plus long terme. Et le troisième point, donc pour la limitation des disséminations de substances radioactives par le sol et les eaux souterraines. Donc là, EDF prévoit une disposition qui va complètement, on comprend bien que ça dépend des caractéristiques externes du site, et notamment géologiques. Et donc ça, EDF prévoit 2 types de dispositions en fonction de ces configurations. Soit une barrière perméable réactive qui va permettre de piéger les contaminants véhiculés par les eaux souterraines, soit un pompage de la nappe phréatique qui permettrait de rediriger tout ou partie des flux d'éléments radioactifs vers des puits d'extraction qui seraient avec des eaux qui seraient traitées. Donc ce dossier-là est en cours d'instruction et l'instruction va se dérouler
en parallèle du GPR accident grave et probablement au-delà. Voilà. Merci.